À un moment, je lui ai demandé qui étaient ces Katangais, mais il s'est limité à me répondre que sa mère se faisait du mouron pour rien et que la maison en question était habitée par un curé qui accueillait des jeunes désœuvrés. Même si l'étrange expression « se faire du mouron pour rien » m'a inquiété, j'ai immédiatement répondu que moi aussi je me sentais désœuvré et qu'il me plairait d'y trouver refuge de temps en temps. Pierre a ri et ne m'en a plus jamais parlé, et je suis resté encore sans réponse pour cette étrange affaire. Ce n'est que plus tard que j'apprendrai que ces Katangais en question n'avaient jamais mis les pieds au Katanga. Il s'agissait juste de jeunes voyous qui s'étaient joints aux étudiants parisiens de mai 68 pour assurer leur service d'ordre. Avec la fin de la révolte et l'arrivée des vacances scolaires, ils s'étaient réfugiés à la campagne pour s'entraîner. En attendant la rentrée scolaire et la reprise des troubles, là, dans leur cachette, pour des raisons obscures, ils avaient assassiné l'un des leurs. Et dans leur fuite, avant de finalement se rendre à la police, quelques-uns avaient séjourné clandestinement à Besançon, cachés par le curé Ragonès, celui-là même qui, ce fameux jour devant moi à l'auberge Pontoise, soumettait Charles Piaget à la question quant à l'utilité des syndicats. Puis nous sommes allés visiter un nouveau quartier, le quartier de Badan. Je crois que je ne suis jamais tombé amoureux d'une rue ou d'un quartier comme ce jour-là, et encore aujourd'hui. Je me souviens parfaitement de cette vue imprenable depuis le haut de Badan, ces magnifiques toits rouges au ocre qui accentuaient la splendeur des robes automnales et multicolores dont se paraient les arbres. Je me souviens de ces 1000 petites cheminées dont certains fumaient déjà alors que l'hiver n'était pas encore à nos portes. Tout accaparait mon attention. Les vieilles petites portes avec leurs minuscules sculptures, les porches vieux, lourds et imposants et leurs bois travaillés avec finesse. C'est ce jour-là que j'ai vu quelque part une étrange inscription que ni Pierre ni moi n'avons pu déchiffrer correctement. Je me souviens l'avoir copié dans mon calepin pour les rues. Il était écrit sur le fronton d'une porte basse « Que ne vois-tu mes poings huguenots ?» Ça en dit long sur le sort des protestants par des temps reculés. Oh, pas si reculés que ça, à vrai dire. Bref, dans ce quartier, et pour la première fois à Besançon, j'ai vu du linge pendu aux fenêtres, comme à Casa. J'ai vu des gosses gazouiller et s'adonner à toutes sortes de jeux. Je me souviens surtout d'un émouvant petit match de foot dans une large cour, où enfants et adultes se disputaient une petite balle jaune et verte en plastique. Oui, je m'en souviens encore, tu vois, parce que cette mixité-là était inconcevable au Maroc. Jamais mon père n'aurait par moindre de mes jeux. Il y avait aussi des garçons et des filles qui fumaient devant des adultes, sans doute leurs propres parents. Et la musique fusait de toutes les fenêtres. Une musique différente de celle de mes camarades de lycée. Là trônait l'accordéon. Et figure-toi qu'à un moment donné, j'ai même entendu de la musique arabe. Sans doute algérienne, mais de ces musiques qui ne passaient pas à la radio. Je suppose que ce devait être de la musique kabyle, ou peut-être du raï ancien, à l'époque interdite donc, si bien au Maroc qu'en Algérie. De temps en temps, je marquais des pauses pour apprécier les cours et les trages. Tu sais, il n'y a plus de trages aujourd'hui, mais à l'époque, toutes les cours de Badan étaient irriguées par de toutes petites allées qu'on nommait ainsi. On pouvait circuler en toute discrétion de cours en cours. Il paraît qu'on les utilisait activement pendant l'occupation allemande. Descendre prudemment la rue de la Madeleine m'enchantait, avec ses portes approximatives et ses étranges fenêtres en partie murées. J'apprendrai plus tard que par le passé, l'on payait des impôts en proportion du nombre et de la dimension des fenêtres. Pierre me pressait d'avancer. Il projetait de me faire visiter l'église La Madeleine. Mais à la vue de l'édifice imposant, j'ai fermement refusé. J'avais beau lui rappeler que j'étais musulman, il s'en fichait. Il insistait en me disant que la France était un pays laïque et que les églises étaient ouvertes à tous les citoyens, quelle que soit leur croyance ou leur non-croyance. Il avait bien appuyé sur non-croyance et cela m'avait rassuré. Mais j'ai maintenu mon refus. Je n'étais pas prêt. J'avais le sentiment de violer quelque chose chez les chrétiens et de trahir quelque chose chez les musulmans. Tu comprends ? Il faut savoir que les mosquées sont interdites aux non-musulmans. Puis on s'est un peu chamaillé.
Moi, je ne voulais plus quitter le pont battant qui m'offrait une vue surprenante sur ces quais de notre âge, sur ces longues façades toutes noircies comme je les imaginais du temps de Julien Sorel. Tu vois, pour moi, c'est sur le pont battant que l'âme de Besançon vibre avec le plus d'harmonie. Je pourrais t'en parler des heures durant. Par exemple, dans les années 50, quand un jeune de Battant commettait un larcin dans la boucle et que les policiers lui couraient après, eh bien, s'il réussissait à traverser le pont, il était sauvé. En général, les flics mettaient fin à leur course-poursuite au milieu du quai. Toutefois, s'il leur arrivait de persévérer, le jeune pouvait se réfugier en toute impunité, soit dans l'église de la Madeleine, juste à sa gauche, soit dans la bourse de travail en début de rue à droite. Aujourd'hui, on nous parle d'insécurité. Le pont battant, c'est un filtre magique. Il faut l'observer avec attention, car il ne paye pas de mine de prime abord, encore que son profil soit de toute élégance. Observe-le avec attention, et tu verras que les gens changent d'attitude et de posture dès lors qu'ils le foulent du pied. On dirait qu'ils en deviennent plus gais, plus légers. Moi, j'ai vu 1000 petites histoires se nouer ou se dénouer sur le pont battant. Des histoires d'amour et de désamour, bien sûr. Je suis convaincu que les Byzantins l'utilisent inconsciemment comme un lieu de pèlerinage, un lieu de salut, un lieu de vœux et de secrets espoirs. Mais le pont battant, c'est aussi une frontière entre deux mondes, les riches et les moins riches, un checkpoint, comme on dirait aujourd'hui. En tout cas, je suis tombé amoureux fou du pont battant dès le premier regard. Mais je te concède que du côté battant, la vue des quais d'en face est certes imposante, mais moins, oui c'est ça, une vue moins attachante. Sur le quai de la Boucle, les arcades et les fenêtres sont certes très belles, mais trop disciplinées, trop bien rangées. Non, le mieux est de te porter sur la rive de la Boucle. Là, mets-toi de billets, tu seras aussi épris d'une vue saisissante et romantique, à cause justement de cet aspect, disons, populaire et chaotique. Chaque fenêtre et chaque façade redoublant d'efforts pour se singulariser. Donc ce jour-là, je ne me lassais pas d'admirer les vues qui s'offraient à mon regard étonné et charmé. Pierre, comprenant que ma décision était définitive concernant l'église, s'est décidé à repartir sur le champ, déçu et bougonnant. Je l'ai supplié de tout mon cœur et il a accepté de couper la poire en deux. Je trouvais l'expression « couper la poire en deux ». Je la répétais à haute et joyeuse voix pendant que nous longions le quai de Strasbourg jusqu'à la tour bastonnée, dite tour de la Pelote, d'un autre âge. Je me souviens avoir été choqué par une intrigante construction orientale que j'ai aussitôt prise pour une mosquée à cause de ses minarets ottomans. Rempli de joie, j'ai traversé la rue en toute hâte et sans précaution. Mais j'ai eu un terrible choc en lisant sur un écriteau que c'était une synagogue. Je me souviens de ma forte déception. Quoi ? Ce devait être une mosquée et ne voilà-t-il pas que c'est un lieu de culte juif ? Même si je ne priais déjà plus depuis longtemps, un lieu de culte musulman aurait apporté un peu de baume dans mon cœur. Docilement, j'ai alors suivi Pierre et nous avons remonté la rue Battant. Immédiatement, je me suis juré d'y habiter dès que je le pourrais. Et figure-toi que je m'y suis installé quelques années plus tard, pour mon plus grand bonheur. La rue Battant à l'époque était négligée et sale, les façades noircies et les devantures en mauvais état. Mais le bon petit peuple y déambulait bruyamment et non sans fierté. Là, un homme de petite taille se pavanait au bras d'une femme à l'abondante chevelure dressée astucieusement tout en hauteur. Là encore, deux hommes soûls s'apprêtaient à en découdre. Et puis tous ces porches et portes qui, lorsqu'ils étaient entr'ouverts, laissaient percevoir des cours et arrière-cours grouillantes de bruit et de gens. Il me semblait même avoir vu des prostituées proposer leur charme depuis leur pas de porte. Dans cette rue magique, je me laissais perdre avec bonheur et consentement. Je ne savais plus s'il me fallait marcher plus vite afin de découvrir d'autres merveilles ou bien ralentir le pas et profiter de chaque mètre, de chaque visage, de chaque vitrine. Contrairement à Pierre, moi je me sentais rassuré par tant de petites gens et par ces marques. À un moment, je lui ai demandé qui étaient ces Katangais, mais il s'est limité à me répondre que sa mère se faisait du mouron pour rien
et que la maison en question était habitée par un curé qui y accueillait des jeunes désœuvrés. Même si l'étrange expression « se faire du Moran pour rien » m'a inquiété, j'ai immédiatement répondu que moi aussi je me sentais désœuvré et qu'il me plairait d'y trouver refuge de temps en temps. Pierre a ri et ne m'en a plus jamais parlé, et je suis resté encore sans réponse pour cette étrange affaire. Ce n'est que plus tard que j'ai